Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas un vlog et qui n'est pas un hors-série qui va traiter de ma programmation ou de mon parcours en tant que powerlifter. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est un petit peu particulière. Je vous en avais parlé précédemment, je vous avais dit que je comptais potentiellement faire ce type de vidéo, mais là j'ai pris la décision, je me suis dit allez, en 2025, on va essayer de faire des choses un petit peu différentes de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, en plus des podcasts, que je voulais aborder sur la chaîne YouTube les notions que je peux aborder dans le podcast, mais de manière un petit peu plus concise et un petit peu plus pratique pour les sportifs et même pour n'importe qui souhaite s'instruire un petit peu sur la santé, la nutrition et surtout ces domaines-là liés au sport. Donc aujourd'hui, je vous propose en fait un espèce de petit récapitulatif qui va être beaucoup plus concret au niveau du système nerveux dans le sport et comment en fait fonctionne le système nerveux quand on fait une activité physique et tout simplement comment on peut améliorer ses adaptations nerveuses, etc. Donc si vous voulez une explication vraiment beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée avec des notions, des termes scientifiques, etc., je vous invite à aller écouter le podcast en question, donc Corpus Annum, qui se trouve dans la description. Vous l'aurez, je vous mettrai le lien, il n'y aura pas de souci. Et vous pourrez avoir un épisode, alors il me semble qu'il dure 1 heure tout rond, et dedans j'aborde des notions beaucoup plus complexes, beaucoup plus techniques, et je vais plus loin dans le détail. Mais le but de cette vidéo, c'est de rendre ça un petit peu plus digeste, un petit peu plus clair, un petit peu plus concis pour toutes les personnes qui ont la flemme tout simplement d'aller écouter 1 heure de podcast ou qui s'en foutent de toutes les explications scientifiques ou les recherches d'études, etc. C'est pour ça que j'ai mes petites notes qui sont juste là et on va pouvoir commencer la vidéo. Alors, le système nerveux, en fait, dans le sport, c'est quelque chose, comment dire? Le système nerveux, il est utile pour tout. Déjà, on distingue plusieurs types de systèmes nerveux. Donc, on va tout simplement commencer par décrire les deux gros types de systèmes nerveux, schématise exprès. On a le système nerveux autonome sympathique et on a le système nerveux autonome parasympathique. Alors, en gros, vous avez le système nerveux sympathique. Donc, je vous lis la définition. Donc, le but du système nerveux sympathique, c'est un système qui a un rôle d'action, un rôle de lutte. Il est prédominant lorsque l'organisme est en situation d'alerte, par exemple une situation de stress, une situation d'exercice physique. Donc, chez le sportif, en fait, quand vous allez effectuer une activité physique, un sport, bref, vous allez enclencher le système nerveux sympathique. Et donc ça va avoir plusieurs effets. En fait, quand votre système nerveux sympathique s'enclenche, vous allez avoir notamment une augmentation de la fréquence cardiaque, vous allez avoir une plus grande vasoconstriction des vaisseaux sanguins et du débit cardiaque. Donc la vasoconstriction, excusez-moi d'ailleurs, c'est pas vasoconstriction, c'est la vasodilatation. C'est en fait vos vaisseaux sanguins vont s'écarter. Et ça, qu'est-ce que ça a comme incidence? Vous allez avoir plus de sang qui peut passer, donc ça va augmenter le débit sanguin, que ce soit cardiaque ou en nourriture pour vos muscles, et du coup ça va entraîner une de meilleures capacités de performance et à produire des efforts physiques. Vous allez forcément en plus de ça avoir une augmentation de la pression artérielle, ça va avec la vasodilatation. Vous allez aussi avoir une bronchodilatation, donc ça c'est au niveau de vos bronchioles dans les poumons. En fait, vous allez avoir une capacité d'inspiration et d'expiration qui est plus importante. Donc vous avez en fait les échanges gazeux qui sont au niveau de la respiration qui se font mieux. Vous allez avoir aussi une stimulation de l'activité mentale et vous allez avoir une libération de glucose par le foie dans le sang. Et ça, on va en parler très rapidement tout de suite, comme ça ce sera fait et plus à faire. En gros, vous avez, quand vous faites un exercice physique, ce qu'on appelle les filières énergétiques. En fait, c'est vos muscles, pour produire de l'énergie, ils utilisent une substance qu'on appelle l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Et en fait, en fonction du type d'effort que vous faites, vous avez 3 filières énergétiques qui vont être chacune spécifiques à un type d'effort. Alors, si par exemple vous faites un effort de force, donc très très court, vous faites par exemple une rep au développé couché,
Là, on va être sur ce qu'on appelle la filière d'anaérobie à lactique. Ensuite, si vous faites un effort un petit peu plus long, donc c'est-à-dire que vous faites, je sais pas moi par exemple, 20 reps au développé couché, c'est un peu beaucoup, mais je prends cet exemple voilà comme ça, bah là vous allez être dans la filière anaérobie lactique et si vous êtes dans la filière aérobie, là c'est les efforts qui sont très longs, donc par exemple de la grosse endurance, courir 10 km, un marathon, voilà ce genre d'effort. Et donc pourquoi c'est important de comprendre cette libération de glucose du foie dans le sang? C'est parce qu'en fait le glucose est un des éléments qui va être utilisé, ce qu'on appelle un substrat énergétique, par la filière énergétique d'anaérobie alactique et d'anaérobie lactique. Enfin, l'anaérobie lactique, pardon, et aérobie. Et en fait, quand vous faites des efforts moyens intenses, vous allez utiliser le glucose. Et c'est pour ça que il faut manger pas mal de glucose avant une séance de sport. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit que manger des pâtes, du riz, ce genre d'aliments avant une séance, c'est bien. Donc voilà pour le système autonome sympathique. Et le parasympathique, en fait, c'est un petit peu l'inverse, c'est celui de défense. Donc là, je vous lis les différents rôles, je vous fais la petite liste parce que celui-là, il nous intéresse un petit peu moins dans le cadre du sport. Donc son rôle, ça va être dans les fonctions digestives, les fonctions urinaires et au niveau des sécrétions glandulaires. Et il a aussi un rôle dans la conservation de l'énergie, mais ça du coup on ne va pas en parler parce que ça ne nous intéresse pas forcément dans le cadre d'une activité physique. Forcément c'est un système qui se veut contraire au système autonome sympathique, donc il est présent quand on est au calme, au repos, et il joue aussi un rôle dans l'homéostasie. Donc je vous passe ce que c'est la définition de l'homéostasie. Si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin dans toutes ces notions-là, je vous invite à aller encore une fois écouter le podcast. Bon, voilà, ça c'était vraiment, je voulais faire le petit tour d'horizon de ces deux systèmes nerveux. Alors il existe plein de déclinaisons à l'intérieur même de ces systèmes nerveux. Mais nous, on va du coup s'intéresser un petit peu plus spécifiquement au système nerveux sympathique et on va tout de suite parler de l'adaptation nerveuse à l'activité physique. Alors, déjà, l'adaptation de la coordination motrice et des réseaux neuronaux. Alors, c'est barbare dit comme ça. Je répète, l'adaptation de la coordination motrice et des réseaux neuronaux. En gros, je vous résume la chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez performer en tant que sportif, vous allez en général tendre vers un geste technique parfait. Si par exemple vous faites du lancer de disque, du lancer de javelot, vous allez tendre vers le geste qui va vous demander le moins d'effort, qui va générer le plus de force et qui va être le plus optimisé possible pour envoyer le javelot loin ou le disque loin. Si vous faites un sport de force comme par exemple du powerlifting, vous allez tendre vers une gestuelle technique qui va vous demander le moins d'efforts possible, qui va vous permettre de solliciter un maximum de muscles pour pouvoir fournir l'effort le plus minimal possible et avoir une efficacité optimale. En fait, le but, c'est de trouver cette balance entre efficacité, optimisation et génération de puissance. Et en fait, ça, comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Bon, déjà, le premier point, ça va être le cortex cérébral. Le cortex cérébral, comment il fait pour dire « Ok, je veux que le geste soit parfait ». On va rapidement revenir à votre petite enfance. Quand vous êtes un bébé ou que vous êtes un très jeune enfant, comment est-ce qu'un bébé apprend à marcher? Comment est-ce qu'un bébé apprend à parler? Comment est-ce qu'un bébé apprend à tenir la fourchette et à manger avec la fourchette? En fait, tous ces processus, ce sont des phénomènes d'imitation. Tout simplement, le cortex préfrontal, le cortex cérébral, va observer l'environnement. Il va observer vos yeux, vous allez voir ce qui se passe et vous allez voir vos parents marcher, vous allez voir vos parents parler, bouger leurs lèvres, etc. Et en fait, votre cerveau, votre cortex cérébral, il va intégrer toutes ces informations et il va les mimer. En fait, il va chercher à reproduire toutes les gestuelles qu'il va voir. Et ça, vous allez le coupler à autre chose, c'est les ressentis
au cours de la réalisation. Donc en fait, vous allez, au début, en étant enfant, regarder vos parents marcher. Et en fait, au début, vous allez essayer de vous mettre debout, mais vous n'allez pas y arriver. Voilà, parce que vous n'avez pas forcément encore la masse musculaire ou quoi, et vous n'avez peut-être pas encore forcément le schéma moteur. Qu'est-ce que c'est que le schéma moteur? En fait, c'est, pour vous faire la chose de manière simple, imaginez que vous voulez lever votre bras. Bon, imaginez, vous ne savez pas lever votre bras. Là, quand je vous dis lève ton bras, tu lèves ton bras et tu ne te poses pas de questions. Il n'y a aucun questionnement à se dire comment je fais pour lever mon bras. C'est parce que en fait c'est un automatisme, ça vient tout seul. En fait c'est parce qu'on a des schémas moteurs, donc c'est-à-dire au niveau de vos synapses, donc c'est au niveau des neurones, vous allez avoir plein de neurones qui communiquent entre eux et vous avez une chaîne de neurones qui va être utilisée à chaque fois que vous avez l'information qui va quitter votre cerveau, lève le bras. Et donc cette chaîne de neurones va transmettre un influx nerveux au niveau de vos muscles, etc. Et ça va vous permettre de lever le bras. Et en fait, quand vous êtes bébé, si vous essayez de vous lever, au début, vous n'avez pas encore ce schéma moteur parce que vous ne savez pas comment faire. Et en fait, c'est à force de le faire que votre corps va mettre en place des schémas moteurs, va raccourcir les chaînes synaptiques. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par exemple par 12 neurones, pour effectuer une action, en fait, votre cerveau va passer par seulement 3 neurones pour effectuer la même action. Ce qui se traduit par plus d'efficacité, plus de rapidité d'exécution et tout simplement par l'automatisation. En fait, ça devient presque un réflexe, un peu comme une seconde nature. Vous voyez, quand je dis lever le bras, vous y pensez même pas, juste vous levez le bras. Vous ne vous posez pas la question de alors comment je fais pour lever le bras, alors il faut que j'enclenche tel muscle. Non, en fait, ce sont des automatismes. Et c'est là qu'on en vient à l'application sportive de ça, c'est comment tendre vers le geste parfait. Eh bien, si vous avez suivi le raisonnement précédent, vous comprenez que c'est en répétant encore et encore un même mouvement, une même technique, que votre cerveau va créer ce qu'on appelle des circuits courts, donc au niveau des schémas moteurs, en réduisant le nombre de neurones qu'il va falloir utiliser pour effectuer une action, et en fait ça va devenir un automatisme exactement comme lever le bras, ça devient une seconde nature, et vous n'allez même plus penser au fait de faire quand vous faites votre squat, vous faites le bracing, quand vous faites votre bench, vous descendez, vous sortez la cage thoracique, tout ça, ça va être des éléments qui sont en fait innés presque. Enfin, pas inné parce que voilà, vous allez travailler pour, mais ça va devenir des automatismes. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre que c'est la répétition d'une gestuelle qui va créer ces automatismes. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai noté là. En fait, c'est la création de circuits courts de neurones dans le cortex cérébral. C'est la volonté qui est remplacée par des mouvements automatiques. En fait, vous avez une nombre de diminution de synapses impliquées, ce qui entraîne un temps de réalisation du geste raccourci. Et donc, en plus de ça, votre sportif est plus efficace, mais aussi moins fatigable. Parce qu'il faut aussi comprendre que si votre influx nerveux doit passer par 12 neurones, ça va vous fatiguer beaucoup plus. Parce que pour envoyer un signal électrique à travers 12 neurones, ça va demander plus de ressources à votre organisme que s'il envoie le même message mais qui ne traverse que 3 neurones. Donc forcément, votre fatigue nerveuse, elle est moins élevée. Donc en plus de faire une très grande répétition, un très grand nombre de répétitions, vos automatismes vont créer en plus des circuits courts qui vous permettent de moins vous fatiguer et donc de moins fatiguer votre système nerveux. Et ça, c'est, je pense, hyper important à comprendre en tant que sportif et à appliquer. Et donc ça, comment vous pouvez du coup adapter ça à vos programmations d'entraînement? Eh bien tout simplement en augmentant la fréquence à laquelle vous vous entraînez. Je vois par exemple, alors je vais garder l'exemple du powerlifting vu que c'est le milieu dans lequel je suis actuellement et que je pense que si vous me suivez, si vous suivez les vlogs, c'est que vous êtes intéressé par le power vous aussi, ou en tout cas par la musculation au sens plus large du terme. Mais quand vous faites du power, moi je vois certaines personnes et je coach certaines personnes qui, leur programme, avant se contenter de faire 2 bench par semaine, un soulevé de terre par semaine et 2 squats par semaine. Pour moi, c'est pas du tout assez. En fait, plus votre fréquence est élevée, plus vous allez pouvoir créer des automatismes, des circuits courts et des schémas moteurs efficaces pour le mouvement qui vous intéresse. C'est pour ça que moi, ma programmation actuelle, et que ça fait presque maintenant 8 ans que je m'entraîne comme ça, je m'entraîne en 7 jours sur 7,
avec une intensité un peu moindre. On reviendra après sur l'intensité et qu'est-ce que ça implique au niveau du système nerveux. Mais en fait, avoir une fréquence très élevée vous permet de travailler au maximum votre système nerveux. En tout cas, pour la grande majorité de personnes, c'est la répétition qui va créer la performance. Et il y a bien évidemment des cas particuliers. Peut-être que vous-même vous êtes un cas particulier. Peut-être que faire seulement 2 bench par semaine, peut-être que faire seulement 2 squats par semaine et un soulevé de terre par semaine vous permet de progresser très bien. Mais pour la grande majorité des cas, un minimum de 4 bench par semaine, 3 squats par semaine et 2 soulevés de terre, je pense que c'est presque le strict minimum si vous voulez avoir les adaptations nerveuses adéquates. Surtout si vous voulez porter des charges lourdes avec des automatisations de techniques. Bon, voilà. Ça, c'est en ce qui concerne comment vous faites pour apprendre tout ce qui va concerner le cortex cérébral et comment on a la création d'une gestuelle parfaite, d'une technique parfaite. Bien évidemment, vous avez de toute façon, je pense, déjà plus ou moins ça en tête, que plus vous allez répéter une chose, plus cette chose va devenir innée. Enfin, va devenir automatique. C'est pas pour rien si à l'école, quand on est enfant, sur les cahiers, on écrit, par exemple, quand on apprend à écrire, par exemple, on fait la lettre A, ben, on copie, on a une ligne, on va faire que des A. A, 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 A. Quand on fait la lettre B, on va faire une ligne, on fait que les B, 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 B. En fait, c'est parce que c'est en automatisant tout ça que on va créer ce qu'on appelle la mémoire musculaire, et c'est cette mémoire musculaire qui, en fait, on appelle ça à tort mémoire musculaire. En réalité, c'est plus une mémoire au niveau des neurones, qui, avec la création justement des circuits courts, qui va créer ces automatismes et au fait que vous ne réfléchissez même pas. Aujourd'hui, quand vous faites un B, un C, un A, un E, quand vous écrivez, vous ne réfléchissez pas à ça. Bon, il y a certaines personnes, ils réfléchissent quand ils font un M, s'ils font 3 ponts ou 2 ponts, et un N, s'ils font 2 ponts ou 1 pont, mais bon, ça, c'est un autre souci. J'espère que c'est clair, que je vais pas trop vite. Maintenant, on va voir un petit peu... alors, attendez, je regarde vite fait les notes. Ok, donc là on va parler, du coup je vous ai dit avant, par rapport à l'intensité. Je vais faire un point rapide sur les fibres musculaires et qu'est-ce qu'on entend quand on dit travailler le système nerveux. Souvent, dans les sports de force, on entend dire qu'il faut travailler son système nerveux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, en fait, je vois beaucoup de gens qui me demandent, je leur dis qu'en sport de force, la composante nerveuse est aussi importante que la compétence musculaire. Et beaucoup de gens ne comprennent pas forcément cette notion, ou alors comprennent mais pas à 100%. En fait, ça vient de, je pense, une méconnaissance de comment se compose un muscle. Je vais vous épargner tout le blabla compliqué de la composition musculaire, mais si vous voulez, un muscle, à l'intérieur, on a plein de fibres musculaires. Et quand vous faites de l'hypertrophie, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre la taille des fibres et le nombre de fibres. En fait, quand vous faites du sport, vous n'augmentez pas votre nombre de fibres. Le nombre de fibres musculaires à l'intérieur d'un muscle, il est fixe, il ne changera pas. Si vous avez 1000 fibres dans un muscle, c'est pas parce que vous vous entraînez que vous allez avoir 1001 fibres. Jamais ça n'arrivera. Ce qui va par contre changer, c'est la proportion de vos fibres, c'est-à-dire leur taille. Elles vont devenir plus grandes, plus épaisses, plus robustes. Et donc vous avez toujours 1000 fibres, mais comme elles vont être plus épaisses, plus robustes, elles vont être capables de générer plus de force. Et c'est là un autre point du coup, et c'est ça qu'on entend par travailler son système nerveux, c'est votre capacité à enclencher ou non une fibre musculaire. Et ça, pourquoi c'est important? Parce qu'une fibre musculaire a un état binaire. Qu'est-ce que ça veut dire un état binaire? Ça veut dire que vous êtes à 0 ou à 1. Donc une fibre est soit contractée, soit elle ne l'est pas. Il n'y a pas de pourcentage. Une fibre ne peut pas être contractée à 50%. Une fibre, elle est contractée ou elle ne l'est pas. Et votre capacité à générer de la force dépend de votre capacité à activer l'ensemble de vos fibres musculaires. Donc en fait, quand vous avez un muscle composé de 1000 fibres musculaires, bien évidemment il y a beaucoup plus de fibres que ça, mais je schématise. Admettons un muscle est composé de 1000 fibres musculaires. Si vous êtes capable de mobiliser vos 1000 fibres musculaires, eh bien dans ce cas-là, vous êtes capable de solliciter 100% de la force de votre muscle. Et en fait, c'est ça l'adaptation nerveuse.
c'est que de base, on n'est pas capable, à moins d'être entraîné, de solliciter toutes nos fibres musculaires. Sur vos 1000 fibres musculaires, peut-être que vous allez réussir à en solliciter que 200. Et en fait, cette capacité à utiliser l'ensemble de vos fibres, ça vient tout simplement du nerveux. En fait, c'est l'influx nerveux. Vous allez envoyer un message nerveux à chacune de vos fibres pour leur dire « Ok, là, toi, tu t'enclenches, toi, tu t'enclenches, toi, tu t'enclenches, toi, tu t'enclenches, toi, tu t'enclenches. » Et en fait, vous l'avez compris, c'est à force de répétition que vous allez être capable de contracter de plus en plus de fibres jusqu'à être capable de contracter l'ensemble de vos fibres. En fait, l'entraînement du système nerveux, qu'on entend tellement parler en sport de force et même dans d'autres sports, hein, eh bien, c'est tout simplement la capacité à activer plus de fibres musculaires au sein d'un seul et même groupe musculaire ou au sein d'un seul et même muscle. Donc ça, encore une fois, comment on fait? Eh bien, on en revient à la partie précédente, répétition. Il faut répéter encore et encore pour avoir des schémas moteurs qui sont optimisés. Je vais vous faire un petit exemple. Admettons, vous avez un muscle, donc là vous avez un faisceau musculaire et à l'intérieur vous avez 9 fibres. Un débutant qui n'a par exemple jamais fait de sport, au début il va être capable de solliciter 2 fibres ou 3 fibres musculaires sur l'ensemble de ces fibres. Maintenant, il va s'entraîner petit à petit. Et à force d'entraînement, en fait, son cerveau va créer des circuits courts. Donc, au lieu d'utiliser 14 neurones, il va en utiliser que 3. Et le fait qu'il puisse utiliser moins de neurones pour arriver, ça laisse plus d'énergie en plus, en termes chimiques, pour activer plus de fibres. Et en fait, c'est une balance entre les deux qui va faire que vous allez être capable de solliciter plus de fibres musculaires. Et ça, c'est très important à comprendre, cet état binaire des fibres, parce que si vous comprenez qu'une fibre est contractée ou qu'elle ne l'est pas, logiquement, vous devez comprendre que ça veut dire que que vous n'augmentez pas le nombre de fibres. Je la refais, excusez-moi, c'est un peu confus. Si vous comprenez que vous avez un nombre fixe de fibres musculaires et que celles-ci ont un état binaire, vous êtes normalement en mesure de déduire que une fibre est soit active, soit ne l'est pas, et que votre capacité à générer de la force dépend donc de votre capacité à solliciter un plus ou moins grand nombre de fibres musculaires. Et ça, c'est hyper important en force, et quand on dit travailler le système nerveux, c'est ça qu'on veut dire. Voilà, je voulais faire ce petit point. Et donc, tout à l'heure, je vous avais parlé d'intensité et de fréquence. Et je vous ai dit qu'il fallait une très grande fréquence pour créer des automatismes. Et je vous ai dit, du coup, ça passe aussi par une diminution de l'intensité. L'intensité, en fait, quand on parle d'intensité de travail, on parle souvent d'un poids de travail. C'est-à-dire, je vais prendre la mécanique du RPE, parce que si vous me suivez, encore une fois, je pense que vous faites du powerlifting ou en tout cas que vous êtes intéressé par le sport. Et donc, je pense que le RPE, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, je vous schématise très grossièrement la chose. En gros, le RPE, c'est un indicateur qui va de 5 à 10 qui définit votre niveau d'effort. Si vous êtes à RPE 10, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de faire rien de plus. Si vous êtes à RPE 9, ça veut dire que vous êtes capable de faire encore une répétition. Si vous êtes RPE 8, encore 2 répétitions, RPE 7, encore 3 répétitions, et etc. jusqu'à RPE 5. Alors il y a des gens qui descendent plus bas, bref, on s'en fout. Donc, une intensité élevée, par exemple, un RPE 9, un RPE 10, un RPE 8, ça ce sont des intensités qui sont élevées. Encore que RPE 8, c'est discutable entre élevé et modérément élevé. Et ensuite, vous avez des intensités un peu plus faibles, comme par exemple le RPE 6 et le RPE 7. Et après, vous avez les faciles, RPE 4, RPE 5, où là vraiment vous travaillez limite même pas sur des séries courtes. Et donc, une intensité élevée, souvent en fait, on entend un nombre de répétitions faibles, donc par exemple une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, avec une charge de travail, un poids relativement lourd. Quand je dis relativement, du coup, c'est par rapport à votre poids. Et par rapport à toutes les composantes c'était précédemment, c'est-à-dire votre capacité à enclencher ou non vos fibres musculaires et la solidité de vos fibres musculaires, donc votre hypertrophie musculaire, donc votre capacité à générer de la force. Donc, il faut se mettre du coup
dans ce contexte que si vous avez une fréquence qui est très élevée et que vous avez une intensité qui est très élevée, votre corps ne va pas tenir. Votre système nerveux ne va pas être capable de récupérer suffisamment bien d'une séance sur l'autre si vous avez une intensité qui est couplée à une fréquence trop élevée. Et c'est pour ça que l'intensité, en fait, ça touche beaucoup au nerveux. Parce que concrètement, un muscle se répare très vite. Vous avez, je pense, alors là, attention, ça c'est pas scientifique, c'est rien du tout. Je sors ça un petit peu de mon chapeau, c'est un peu de la broscience, mais je pense, même s'il y a des études, hein, vous pouvez faire vos recherches, il y a des études qui parlent de ça, il y en a plein, c'est pas un souci. Mais donc je dis de la broscience, mais c'est pas de la broscience, c'est juste que là, moi je dis ça comme ça, sans appui scientifique, mais il y a des études qui appuient ce que je vais dire. Mais en fait, la récupération musculaire, elle est plus rapide que la récupération nerveuse si vous faites une séance qui est très intense. En fait, en général, plus votre intensité est élevée et plus votre volume est faible, plus c'est le système nerveux qui va être fatigué, alors que plus vous avez une intensité faible et un volume élevé, plus au contraire ça va être la fatigue musculaire qui va se faire sentir plus que la fatigue nerveuse. Ça a tendance à s'équilibrer un petit peu comme ça. C'est pas une vérité absolue, mais il y a plusieurs recherches qui tendent à confirmer cet état de fait. Alors bien évidemment, il y a des études qui disent l'inverse. Bref, je vous laisse faire vos recherches si ça vous intéresse. Mais du coup, si vous avez une intensité trop élevée, eh ben voilà, je ne vais pas me répéter encore une fois, mais vous allez fatiguer votre système nerveux. C'est pour ça que plus vous augmentez votre fréquence, plus vous devez voir votre intensité à la baisse. Si vous faites par exemple comme moi, c'est-à-dire un SBD tous les jours, ce qui est une fréquence énorme, eh ben, il va falloir utiliser vos connaissances sur vous-même et sur vos capacités de récupération pour définir une intensité qui vous permet de tenir un tel rythme. Moi, je sais que j'ai de très bonnes capacités de récupération nerveuse et ça passe par beaucoup de sommeil, une alimentation que je fais en sorte d'être optimale pour ma pratique sportive et la prise de compléments alimentaires qui, elle aussi, est optimisée en fonction de ma pratique sportive. Donc, vous devez prendre en compte tous ces paramètres. Est-ce que vous prenez de la créatine? Est-ce que vous prenez de la whey? Est-ce que vous prenez, je sais pas moi, par exemple, du zinc, du magnésium, des oméga 3, des vitamines D en hiver? Est-ce que vous prenez, est-ce que vous mangez suffisamment de protéines par jour par rapport à votre poids de masse maigre? Vous voyez, en fait, il y a toutes ces contraintes à prendre en compte. Et une fois que vous savez à peu près comment vous situer en termes de récupération au vu de tous les paramètres que vous allez pouvoir définir, avec en plus forcément votre capacité de récupération en dormant, si vous dormez suffisamment, si votre sommeil est d'assez bonne qualité, en fait là vous allez pouvoir définir votre intensité de travail. Est-ce que vous allez vous situer sur des RPE plutôt à 7, plutôt à 8 ou plutôt à 6? Dans mon cas, je sais que je travaille avec beaucoup de variations, avec peu de back-off, quand j'ai des séries lourdes et quand j'ai des variations avec des séries plutôt longues. Et vous voyez, moi je me suis sur des RPE 7, 6. Et ça me permet ça parfaitement de tenir un SBD par jour, 7 jours sur 7. Donc il faut se... Là, il n'y a pas 36 solutions, c'est pas à moins d'avoir un coach qui vous connaisse et qui voit comment vous réagissez à l'entraînement. Il faut apprendre à vous connaître et il faut analyser un petit peu votre situation et il faut essayer. En fait, ça ne sert à rien de réfléchir pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Tout simplement, il faut essayer. Si vous essayez, n'essayez pas qu'une semaine. Ça ne sert à rien d'essayer une semaine. Si jamais vous vous dites, ok, je veux augmenter ma fréquence, on va voir niveau intensité, je baisse un petit peu et que vous voyez que la première semaine vous êtes claqué. C'est parfaitement normal d'être claqué une semaine, la première semaine d'un nouveau programme. Si vous modifiez complètement votre façon de vous entraîner et que vous ne vous êtes jamais entraîné de la sorte auparavant, forcément vous allez être fatigué parce que c'est de nouvelles manières pour votre corps de se mouvoir. Au niveau du système nerveux, c'est pareil en fait, la récupération va se faire différemment, donc il va falloir créer de nouvelles adaptations. C'est pour ça, si vous essayez d'augmenter votre fréquence et de réduire l'intensité, ou même l'inverse, de réduire votre fréquence et d'augmenter l'intensité, faites au moins ça sur 2, 3 semaines, voire même 4 semaines, parce que la première semaine, c'est sûr et certain que vous allez être fatigué. Ou en tout cas que vous allez vous sentir pas forcément 100% à l'aise avec la nouvelle méthode d'entraînement.
à part si vraiment le changement est minime par rapport à ce que vous faites habituellement. Ou alors peut-être tout simplement ça veut dire que vous n'en faites pas assez. C'est aussi une possibilité, et à ce moment-là il faudrait augmenter l'intensité ou augmenter encore la fréquence. Donc voilà un petit peu pour ce deuxième point. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement du coup de... Alors on ne va pas parler du métabolisme. Si le système nerveux et le métabolisme c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous renvoie vers le podcast, j'en parle en détail. Là je pense que c'est pas forcément super intéressant. En gros, je vous fais la liste, je vais juste vous faire l'énumération et si vous voulez plus de détails, je vous redirige vers le podcast. Donc en gros, le métabolisme, les adaptations du métabolisme et du système nerveux. Donc le sport améliore l'irrigation des tissus nerveux, ce qui améliore les réflexes et le temps de réponse. On est plus rapide. Le sport va provoquer la libération d'hormones de croissance, qui est très utile sur le long terme pour le développement et la croissance musculaire, qui est aussi bon d'ailleurs pour la vascularisation des tissus nerveux. Donc ça, c'est très bien justement pour votre système nerveux. Le sport a un effet antidouleur parce qu'il sécrète ce qu'on appelle des neuropeptides et de l'endorphine, que vous devez très certainement connaître ou en tout cas en avoir déjà entendu parler. Le sport, alors là attention, c'est pour les sports qui sont vraiment très longs, donc plutôt sur la filière aérobie, donc sport d'endurance. Ça va modifier votre métabolisme au niveau des neuromédiateurs. C'est pareil, si vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est, je vous redirige vers le podcast. Et le sport en plus favorise la gestion du stress. Et on a une activité soutenue et régulière et bénéfique pour le fonctionnement du système nerveux central. On a par exemple une diminution de l'anxiété, des états dépressifs et des névroses, et on a une augmentation des sensations de bien-être, et donc forcément de la santé. Voilà, je ne vais pas plus loin par rapport au métabolisme. Alors attendez, parce que je vois que j'ai un truc... Ouais. Donc, on va parler très rapidement de l'échec musculaire, parce que l'échec musculaire, il existe plusieurs types d'échecs musculaires. On a l'échec... Du coup, je dis échec musculaire, mais je suis en train de réfléchir qu'il y a un type d'échec musculaire que je vais vous présenter qui n'est pas forcément musculaire au sens propre du terme. Donc déjà, on a ce qu'on appelle l'échec postural. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus en capacité de maintenir une posture correcte pour effectuer votre mouvement. Je prends l'exemple du soulevé de terre. Votre soulevé de terre, vous êtes en échec postural à partir du moment où vous n'êtes plus capable de garder votre colonne dans une configuration neutre. Si vous commencez à faire le dos rond, vous êtes en échec postural. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus faire de répétition. Ça veut juste dire que vous n'êtes plus capable de maintenir une posture correcte pour effectuer le mouvement. À noter que l'échec postural n'est... Enfin, pour moi, à partir du moment où vous atteignez l'échec postural, il faut arrêter. L'échec postural, en général, intervient avant l'échec musculaire, mais selon les mouvements, ça peut être très dangereux. Faire un soulevé de terre avec une posture horrible, avec le dos complètement rond, c'est très dangereux. Donc, si jamais vous voyez que vous faites des exercices comme le squat, le soulevé de terre, si vous êtes en échec postural, stoppez. C'est un coup à vous vriller quelque chose, à vous faire une blessure. Et dans nos sports, les sports de force, une blessure, c'est synonyme de très gros frein à la progression. Donc je vous encourage vivement, si vous atteignez l'échec postural, quel que soit le mouvement, mais encore plus si ce sont les mouvements du powerlifting, à stopper complètement et à prendre une bonne récupération, un bon 7-8 minutes de repos avant de vous rattaquer à votre charge de travail, voire même à baisser la charge de travail, voire même à arrêter complètement si vous êtes cramé. Vous avez aussi l'échec musculaire au sens plus strict du terme, où là en fait vous n'êtes plus en capacité de contracter vos muscles. Et donc ça rejoint un petit peu le système nerveux, parce que vous n'êtes plus capable de contracter vos muscles, ça peut être pour deux raisons. Ça peut être soit une raison de trop grande irrigation au niveau de vos tissus musculaires, c'est ce qu'on appelle la congestion. En fait, vous êtes tellement congestionné que vous n'arrivez même plus à effectuer le mouvement. Par exemple, sur un curl biceps, je pense que tout le monde a connu ce moment où vous montez, mais vous êtes incapable d'aller plus loin. Ou alors, quand vous arrivez au bout de certaines séries, vous n'arrivez pas à plier votre bras plus que ça, alors qu'en temps normal, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Ça, c'est dû à la congestion. Et l'autre point qui peut amener l'échec musculaire, c'est aussi une trop grande fatigue nerveuse et une incapacité de votre système nerveux à enclencher les fibres nécessaires, en tout cas le nombre de fibres nécessaires à au bon déroulement de l'exécution de l'exercice pour la charge donnée. Donc voilà un petit peu pour l'échec.
Et du coup, j'aimerais parler d'un... Alors, je vais vous lire la définition du coup que j'ai écrit. Donc, l'échec musculaire, c'est le moment où le muscle ne peut plus se contracter pour effectuer la tâche demandée. Il peut être causé par la diminution des substrats renouvelant l'ATP. Rappelez-vous, ATP égale énergie pour le muscle. Donc, plus assez de puissance pour déplacer une charge. Et ça peut aussi être l'incapacité du système nerveux à fournir l'influx nerveux nécessaire au maintien de la contraction. Voilà, c'est en fait littéralement ce que je viens de vous dire. Peut-être un peu mieux formulé et un peu plus clair. Donc maintenant, faut-il aller jusqu'à l'échec? Ça, c'est un truc que je voulais vraiment en parler dans cette vidéo parce que on entend beaucoup de choses sur l'échec, on entend beaucoup de choses, on entend le pour et son contraire. Donc, je vais vraiment vous parler dans une optique de préparation physique et de renforcement musculaire. Dans le cas, par exemple, d'une préparation à une compétition de force athlétique, ou par exemple, si vous pratiquez le basket et que vous faites du renforcement musculaire avec l'optique d'amélioration de performance physique dans le basket. Mais on reste vraiment avec une idée de préparation physique, donc avec du renforcement musculaire, avec l'utilisation de machines ou de poids libres. Alors, j'ai les pour, les contre. Je vais vous lire tout simplement les notes que j'ai vis-à-vis de ça. Alors, au niveau des contres, alors la fatigue du système nerveux central peut contribuer à l'échec musculaire prématuré par l'insuffisance de dopamine et l'appauvrissement de l'acétylcholine. L'acétylcholine, en gros, c'est un neurotransmetteur. Je vais pas rentrer dans le détail. En gros, il est utile dans la contraction musculaire. Voilà, je ne vais pas plus loin. Si jamais, encore une fois, vous voulez plus de détails vis-à-vis de ça, je vous redirige vers le podcast. Un autre fait qui est contre, c'est que le système nerveux récupère beaucoup plus lentement que les muscles. Rappelez-vous, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, votre système nerveux, il est beaucoup plus long à récupérer que vos muscles. Et comme je l'ai dit avant, c'est d'autant plus vrai pour des efforts très intenses. Et quand vous arrivez à l'échec musculaire, si vous êtes dans le cas de l'incapacité de votre système nerveux à produire un influx nerveux nécessaire pour soulever une charge, eh bien alors ça veut dire que là, vous avez vraiment grillé toutes les cartouches nerveuses que vous aviez à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement long à recharger. Surtout certains mouvements polyarticulaires en force athlétique, nous on a que des mouvements polyarticulaires. Vous prenez le soulevé de terre, si vous arrivez à l'échec musculaire au soulevé de terre, moi je l'ai déjà fait, je peux vous dire que vous mettez quelques jours à vous en remettre. Quand vous prenez une grosse climotère, c'est extrêmement compliqué de s'en remettre. Et pourquoi? Parce que le système nerveux est long à récupérer. Donc ça, c'est vraiment pour moi la chose qui serait le plus pertinent dans le fait de dire il ne faut pas aller à l'échec musculaire parce que vraiment vous allez mettre beaucoup trop de temps à récupérer au niveau du système nerveux. Et maintenant, il y a quand même un peu de pour. Alors au niveau des pour, on a une maximisation de la stimulation des fibres musculaires pour créer un maximum de fatigue et de dommages. Et ça, c'est très intéressant parce que quand vous arrivez à l'échec musculaire, donc, comme je viens de le dire, vous allez créer une fatigue extrême et un maximum de dommages au niveau de vos fibres musculaires. Et donc, comment fonctionne l'hypertrophie, c'est-à-dire la prise de volume au niveau de vos fibres musculaires? Elle fonctionne par un endommagement des tissus musculaires. Donc, c'est des lésions, tout simplement. On parle de micro-déchirures. Et en fait, ensuite, quand votre muscle va être irrigué en sang, il va se renforcer, il va créer du tissu cicatriciel qui va augmenter l'épaisseur de vos fibres musculaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Et donc, aller à l'échec musculaire, ça peut être très intéressant quand vous allez à l'hypertrophie. Donc, je regarde si j'ai... Non, j'ai rien de noté de plus. Donc maintenant, j'aimerais nuancer ce propos et du coup donner mon avis personnel en tant que pratiquant et en tant que coach sur comment gérer l'échec musculaire. On a vu juste avant que l'échec était très demandant pour le système nerveux et d'autant plus lorsque vous faites des exercices polyarticulaires, des exercices qui demandent le travail de beaucoup de groupes musculaires. C'est pour ça que dans l'exemple de la force athlétique, du powerlifting, je ne saurais que vous déconseiller d'arriver à l'échec musculaire sur les mouvements principaux, donc le squat, le bench et le deadlift, parce que vous allez mettre beaucoup trop de temps. En revanche,
il faut comprendre aussi, et ça rejoint la toute première partie de la vidéo quand je vous expliquais que la taille de vos fibres musculaires, en plus de votre capacité à solliciter un plus grand nombre de fibres, avait un rôle avec la production de force. Plus vos fibres musculaires sont gonflées, entre guillemets, sont hypertrophiées, plus vous avez de capacité à générer de la force. C'est pour ça que faire de l'hypertrophie en parallèle de faire de la force athlétique, c'est très intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens font ce qu'on appelle le power building, le mélange de force athlétique, donc des 3 mouvements, avec de l'hypertrophie pour forcément maximiser le volume musculaire et donc la capacité à générer de la force par des fibres musculaires hypertrophiées. Donc si vous faites du renforcement musculaire dans vos programmes, si vous faites par exemple du power building, là par contre, je vais vous dire que aller à l'échec musculaire peut être très intéressant dans le cas d'exercices mono-articulaires. Par exemple, vous faites une séance où vous allez faire du squat et du bench. À la fin de votre squat et de votre bench, moi je trouve ça absolument pas déconnant de faire par exemple 3 séries où vous allez à l'échec ou proche de l'échec sur des extensions triceps et sur des extensions, j'ai mangé le mot, sur des extensions, bref, pour bosser les quadriceps. Vous voyez, là je trouverais ça absolument pas déconnant d'aller à l'échec ou proche de l'échec sur chacune de vos séries, sur ces mouvements-là. Parce que, en fait, musculairement parlant, vous allez créer un maximum de dommages, ce qui ne va pas être impactant vu que avant de faire votre séance de renforcement musculaire, vous avez déjà fait votre planification force, donc vous avez déjà fait votre squat et votre bench lourd, ce qui fait que en fait, votre système nerveux, vous l'avez utilisé pour ce pourquoi il est utile, entre guillemets, dans votre séance. Disons que l'hypertrophie derrière le système nerveux, c'est un peu moins important. Et rappelez-vous ce que j'ai dit précédemment, c'est que en général, une intensité faible avec un volume élevé a tendance à moins fatiguer le système nerveux et plus fatiguer vos tissus musculaires. Et ça, couplé avec des exercices monoarticulaires qui, par nature, demandent moins de sollicitation nerveuse, là, vous avez le combo gagnant pour l'hypertrophie et pour en plus minimiser la fatigue nerveuse. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à déconseiller très fortement d'aller à l'échec sur des exercices polyarticulaires, surtout si vous avez une fréquence élevée, parce que là, vous n'allez pas arriver à tenir la cadence. Et par contre, sur vos exercices de renforcement, aller proche de l'échec, voire même à l'échec, là je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors bien évidemment, c'est à adapter en fonction de votre programme. Si par exemple vous faites du squat 2 jours d'affilée, forcément vous n'allez pas aller à l'échec sur du leg curl le premier jour, parce que vous savez que le lendemain vous allez avoir les ischios complètement défoncés, et si vous devez refaire du squat avec les ischios défoncés, vous avez beau être à 100% nerveusement, si musculairement parlant vous êtes à la rue, vous comprenez bien que ça va pas le faire. Donc encore une fois, c'est à faire avec parcimonie, c'est à faire avec intelligence, et c'est en fonction de votre programme et de votre ressenti aussi. Ça, c'est important de le comprendre. Donc voilà, je voulais quand même faire ce point sur l'échec parce que ça me paraissait quand même important d'en parler, parce que c'est quelque chose qui peut être assez flou dans l'esprit de certains. Et alors il y a une dernière partie sur le surentraînement, mais du coup on ne va pas forcément en parler parce que le surentraînement est lié à une trop grosse intensité, une trop grosse fréquence. Mais le vrai surentraînement, je pense que la plupart d'entre vous ne l'atteindront jamais et ne le connaîtront jamais, à moins que vous ne soyez des athlètes de haut niveau. Mais je pense que si vous êtes des athlètes de haut niveau, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas que vous me regardiez. Ou en tout cas, je pense que je n'ai rien à vous apprendre par rapport à tout ce que je viens de dire tout au long de la vidéo. Je pense que vous êtes déjà au courant de tout ça. Mais le surentraînement, si jamais... encore une fois, vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers le podcast de Corpus Sanum, lien dans la description si vous voulez plus d'approfondissement. Écoutez, voilà pour moi. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si jamais vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce en l'air. Et si jamais ce type de vidéo vous intéresse, dites-le moi et j'en ferai d'autres. Moi, j'aime bien aussi ce genre de vidéo. 2025, c'est une nouvelle année et ça peut être aussi pour moi le moment de partager un petit peu ça de manière peut-être
plus concrètes que via les podcasts. Parce que les podcasts, c'est vrai qu'ils sont assez techniques dans l'ensemble, même si j'essaye de les rendre de plus en plus accessibles, ils restent quand même très scientifiques et je comprends que ça peut être barbant pour certains. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Je pense de toute façon en faire encore quelques-unes et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez voir les vlogs, si vous voulez voir les hors-séries ou si vous voulez plus de vidéos de ce genre où je parle un petit peu de programmation d'entraînement, pourquoi programmer de telle ou telle manière. Là par exemple aujourd'hui c'était sur le système nerveux. Si vous voulez par exemple des approfondissements aussi par rapport à la nutrition, ça peut être tout à fait faisable. J'ai sorti des podcasts qui parlent nutrition, notamment sur les glucides, les lipides, les protéines, comment ça fonctionne, etc. Si vous voulez un résumé un peu plus simple et un peu moins barbant que ce que je peux proposer dans le podcast en vidéo ou en plus je suis face caméra, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi en plus j'aime bien, c'est sympathique. Allez, je vous dis à très bientôt. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu et puis bonne année 2025 à vous. Allez, ciao les gars!